aux invités, Monsieur le Président de la séance, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers parents, chers amis, l'équipe Sélimaco vous souhaite la bienvenue. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Daoudé Diarra est un statisticien qui s'est intéressé au fil du temps à la littérature. Pétri de culture, il a voulu partager ses souvenirs d'enfance et ses expériences professionnelles avec ses lecteurs. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal son second livre, Le Rêveur, un conte des temps nouveaux. Ce livre nous interpelle tous, car il nous arrive très souvent de rêver. Et le plus surprenant est à notre réveil, nous sommes préoccupés par la signification de notre rêve. Lorsque nous arrivons à l'élucider, nous pouvons anticiper sur l'événement à venir. Dans le cas contraire, nous le subissons. Ceci montre que ce soit sur le plan religieux ou que sur le plan culturel, la signification des rêves ont un sens dans notre vie au quotidien. Donc voilà en quelque sorte un aperçu du contenu de l'ouvrage de Daoudé Diarra. Mais le meilleur reste à venir. Je pense que ce matin, nous allons suivre le déroulé de la séance, comme vous venez de le dire, séance de dédicace et séance de partage. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres, aux amis, aux nièces, à la famille, aux camarades et compagnons des longues années d'errance universitaire dans ce quartier même. Madame Ndiaye, représentant les éditions L'Harmattan, vous ferez nos aimables, vous exprimerez nos aimables mots à M. Diallo, le directeur, qui est aussi des nôtres maintenant, depuis quelque temps, n'est-ce pas? Votre patron s'est trouvé un patron, qui est l'université. M. Diallo est historien. Et depuis quelque temps, il est au département d'histoire comme assistant. Il était déjà là comme vacataire. M. Daoudé Diarra, qui est l'auteur, qui est un ami et un frère. M. Docteur Moussa Sagna, qui va présenter l'ouvrage, qui travaille dans notre laboratoire et notre département, que nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir accueilli depuis sa première année et qui est maintenant un collègue. Voilà. Je voudrais simplement dire quelques mots sur l'auteur, mais auparavant, permettez-moi de dire un mot sur le texte que M. Sagna va introduire. Je n'ai que 5 minutes. Mais rassurez-vous, je me efforcerai d'être dans ce cadre-là. Le rêve est très important et il est constitutif d'une dimension de la psychanalyse. Sigmund Freud a écrit un ouvrage très important sur l'interprétation des rêves. La psychanalyse est bâtie sur l'interprétation des rêves. Et à Dakar, pour nous en tenir qu'à notre académie, Djibril Samb a écrit un ouvrage sur l'interprétation des rêves dans les traditions africaines. Je pense que c'est publié chez vous. Voilà. Et le docteur Sow d'Elifant a également publié un ouvrage sur l'interprétation des rêves. Quel est son prénom encore? Sow. Ibrahim Sow. Socio-anthropologue. Et Daoudé Diarra, avec ce second ouvrage, puisque son premier ouvrage était un conte, avec ce second ouvrage, nous entraîne dans le labyrinthe des rêves, puisque le titre de l'ouvrage, c'est Le Rêveur, un conte des temps nouveaux. Un conte des temps nouveaux. Sa fille, par ailleurs maîtresse de cérémonie, dit que Daoudé Diarra est un statisticien. Mais le problème est celui-ci, c'est que Daoudé Diarra, diplômé de l'École nationale d'économie appliquée, ingénieur et statisticien, au même titre que son ami Djiba, a très tôt taquiné les muses.
puisqu'il a vécu dans le voisinage des normaliens, donc des lecteurs. Qui dit normalien dit lecteur. Et il a été un très grand lecteur. Et j'évoquais tout à l'heure avec mon ami Major Donias, ici présent, Le nom de la rose d'Umberto Eco, un très grand roman. Je pense qu'il fait partie de ces romans qui lui ont ouvert les portes de la fiction. Et j'ai eu le privilège d'avoir été parmi ceux-là qui l'ont initié. Je puis le dire, quand bien même, moi-même l'initiateur, je n'ai pas produit de fiction. Mais je suis tout heureux que Daouda Diarra, ingénieur statisticien, diplômé en 1984 de l'ENEA, puisse aujourd'hui, après son MBA en 2000, et après 15 ans de carrière à l'UEMOA, continuer à taquiner les muses et à produire. Je pense que ce second roman, ce second texte ne sera pas le dernier. J'ai dit roman et j'ai plus ou moins marqué une pause, puisque le premier est un conte. Le second est un roman, un récit romancé, et on discutera. Et ce sera intéressant pour nos retraites. On va aller plus loin vers un troisième roman. Et je souhaite que ça soit dans les meilleurs délais. Voilà. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui, pour terminer, quoique brève, est symbolique, puisque nous construisons les réseaux sociaux et domestiques à partir desquels l'ouvrage va voyager. Et c'est ce qui est très important pour lui, mais aussi pour l'éditeur et pour nous. Et après, on va voir avec les PUD de presse universitaire de Dakar, avec le département, comment nous allons participer, comme on l'a fait avec le premier, qui a été diffusé massivement ici à Dakar. Comment on va aider à impulser la réception, c'est comme ça qu'on dit. Nous sommes chez Goethe, et ce sont les théoriciens de la réception. Je vais m'arrêter là, et en insistant sur le fait que, à partir du moment où l'auteur a écrit, la promotion et la diffusion de son ouvrage devient une affaire entre les mains des lecteurs et du public. Et au premier rang de nous autres, cercle des premiers lecteurs, puisse ce cercle avoir la sagesse et l'inspiration pour pouvoir diffuser encore pendant longtemps ce second roman, voilà, de M. Diarra. Je vous remercie, chers amis, nièces, frères et amis, et collègues présents pour cette cérémonie. Je vais immédiatement donner la parole à M. Sagna qui va nous présenter le texte. Merci. Je vous remercie. Excusez la voix enrouée, je suis un peu souffrant, mais j'ai tenu quand même à honorer de ma présence la séance de dédicace du Rêveur, un conte des temps nouveaux de M. Daouda Diarra. Je le remercie pour m'avoir associé à la présentation de cette œuvre que j'ai lue avec plaisir. Je remercie le professeur Fadilou Ndiaye, mon directeur de recherche et mon patron à l'université, pour m'avoir aussi associé à la présentation de ce roman, ou du moins de ce conte, de ce texte qui n'est à proprement parler pas qualifiable, qui n'est pas classable dans un seul registre. Je félicite aussi M. Diarra qui ambitionne certainement de léguer aux générations futures sa part de vérité sur l'évolution actuelle du monde. Comme on le sait tous, on est dans une période trouble où les nombreuses questions politiques, économiques, sociales ont accentué les tensions entre Nord-Sud, tensions à l'intérieur de nos frontières, tensions entre les religions et tensions entre les communautés. Pour en revenir au texte, le Rêveur, un conte des temps nouveaux, met l'accent sur les troubles de la modernité et se propose de donner à lire, ou plutôt de faire entendre une voix, la voix de l'Afrique
encore profondément ancré dans ses croyances ancestrales. Mais, et c'est là le paradoxe, cette voix de l'Afrique est désireuse aussi d'intégrer la marche du monde contemporain, du monde actuel. Mais l'intégration de la marche du monde actuel se fait avec un souci de préserver le legs traditionnel, le legs ancestral. Et dès le titre de l'œuvre, la curiosité du lecteur est aiguisée. Le rêveur, c'est-à-dire donc on est dans l'univers de l'onirisme, on est dans l'espace fantastique où tout est possible, tout est impossible. Le voyage vers le merveilleux, le fantastique, et la notion de conte des temps nouveaux. Est-ce que le conte peut embrasser la modernité? Étant entendu que le conte est le plus souvent, et avec M. Diarra on s'en rendra compte, le conte est le plus souvent une invitation à revenir sur le passé. Dès qu'on ouvre la première page, Mogomaye, c'est le nom d'un jeune homme qui ne faisait. Donc il y a ce saut vers le passé et non pas vers l'avenir. Et donc, pour en revenir à mon propos, donc, dès le titre, la curiosité du lecteur est aiguisée. Il ne sait pas que dans ce voyage que M. Diarra invite ses lecteurs, il ne sait pas qu'il va naviguer à U et à Dia, ne sachant plus vers quel port il va accoster. Et dans le récit qui nous concerne, donc, le titre, à mon avis, est une façon pour le narrateur, puisque dès l'instant que l'écrivain produit une œuvre, dès l'instant que cette œuvre est publiée, l'écrivain meurt pour permettre à son ouvrage de vivre. Et donc on ne parlera plus de l'écrivain, on ne parlera plus de l'auteur, mais on va désormais nous focaliser sur le narrateur et sur la narration. Comment le récit est engendré, comment le récit est construit, et qu'est-ce qui nous permet de dire que dans ce récit, il y a onirisme, il y a réalité. On ne peut plus convoquer l'auteur, mais on va maintenant essayer de questionner le matériau didactique, le matériau linguistique et le matériau rhétorique qui est à notre disposition pour pouvoir faire l'analyse d'un document de ce genre. Et pour rappel, le conte est le seul genre de type oral qui soit passé dans la littérature dite savante. Et du fait de cette introduction de l'oralité dans l'écrit, il serait donc intéressant, et nous, en prenant en considération l'œuvre de M. Daouda Diarra, de voir comment cette modernité s'énonce dans son œuvre. Pour ce faire, nous proposons donc à l'Assemblée de mener une brève analyse sur les thèmes développés avant de terminer par l'étude du mélange de genres en considérant la présence des aspects du conte dans le texte, de ceux de l'essai littéraire et des singularités du roman. La trame narrative de l'œuvre, donc pour en revenir, est très simple. On a un personnage, Mogomake, qui rêvait et à chaque fois essayait de trouver une signification à ses rêves. Jusqu'au jour où, et c'est là où il y a vraiment de l'ironie dans cette œuvre, il rêva de sa propre mort, tué par son propre bélier blanc qu'il affectionnait. Et la recherche de la signification de ce rêve, à mon avis, est juste un prétexte pour M. Daouda Diarra de revisiter, d'insister et d'inscrire son récit dans une modernité. Et on n'est pas sans savoir que déjà au XVIe siècle, avec Rabelais dans le tiers-livre, on s'était retrouvé avec le même problème, puisque Panurge, désirant se marier, était obsédé par le besoin de ne pas, en fait, par le souci de ne pas être cocu. Et du coup, toute la trame narrative du tiers-livre est construite autour de la question principale qui est: si je me marie, serai-je cocu un jour? Et cette simple interrogation va permettre à Rabelais de revisiter l'important matériau théologique, philosophique, scientifique de l'époque pour essayer de montrer comment la figure de l'humaniste prend de l'essor, prend de la grandeur dès l'instant
qu'elle s'écarte des choses de cette terre pour essayer de réfléchir au futur des générations à venir. On peut donc citer dans cette œuvre de M. Daouda Diarra, qui est un conte, oui, parce qu'on a les ouvertures d'un conte qui appelle le lecteur à retourner au passé, mais on a un conte qui est éminemment moderne. Quand on prend en considération les thèmes qui sont abordés, je vais les citer pêle-mêle, on a l'homosexualité, on a le terrorisme, on a l'exode rural, on a la crise des valeurs, la corruption, la récession de l'économie française, etc. Et dès l'entame du récit, le narrateur prend soin de nous rappeler ceci. J'invite ceux qui ont le livre à aller à la page 12. Il nous dit, je vais vous raconter, c'est ce rêve de Mogomaké que je vais vous raconter comme un conte des temps anciens, un conte des temps nouveaux, pourrait-on dire, où tradition et modernité se croisent dans son parcours et où actualité et faits divers s'enchevêtrent dans la pensée du rêveur. Comme on peut le voir, le ton est donné là afin que le lecteur puisse suivre ce personnage dans son monologue, puisqu'on a un monologue, un personnage qui, à chaque fois qu'il a des rêves, pense d'abord à lui, essaie de raisonner, se parle à lui avant de s'ouvrir aux autres. Et le plus souvent, ses ouvertures, c'est vers son père, vers sa mère et vers son épouse. Donc le ton est donné afin que l'on puisse le suivre dans son monologue, dans ce dialogue entre lui et lui-même, au moyen d'une narration maintenant à rebours, dans la mesure où la fin coïncide à chaque fois avec le début. Ce qui fait que l'actualité contemporaine est posée et commentée au moyen d'une polyphonie narrative repérable à travers la convocation de personnages qui meublent les pensées de Mogomaké. Sortant de ce cauchemar, par exemple, essayant de lui trouver une signification, il se met plutôt à réfléchir sur l'évolution du monde et va aborder, par exemple, l'épineuse question des libertés individuelles, surtout lorsque celle-ci concerne les orientations sexuelles des hommes. Un authentique Africain, encore ancré dans ses croyances traditionnelles, il ne peut s'empêcher d'émettre un jugement, par exemple. Et à la page 17, on a ce jugement. Là où le bas blesse, donc je saute pas mal de choses, là où le bas blesse, c'est qu'il s'est développé une sorte de stratégie qui permettait d'établir d'élargir le cercle des adeptes de mœurs légères et dégradantes, perçus comme tels par de nombreuses personnes. C'est le moins qu'on puisse dire, pensait Mogomaké, au vu des individus qui se levaient tout de go et déclaraient qu'ils étaient homosexuels, alors que naguère, ils étaient là avec un compagnon du sexe opposé. Donc, des prises de position de ce genre composent ce livre de 182 pages. Et le narrateur, dans un style simple, où humour et dérision se juxtaposent, revient sur les croyances africaines. On a donc de la sorcellerie dans l'œuvre, on a de la magie, on a du maraboutage, mais aussi sur les sujets brûlants de l'heure, terrorisme, politique, détournement de deniers publics qui nous concernent nous autres Africains à plusieurs titres. L'histoire de l'Afrique aussi en général, mais surtout l'histoire de la colonisation africaine est retracée et le lecteur s'apercevra que cette fois-ci, ce n'est pas dans une volonté de situer les responsabilités, mais plutôt de montrer l'entraide qui a eu lieu et qui a permis à l'Africain, pour une fois, de montrer, pour une fois durant cette période qui est faite d'humiliation, de privation et de domination, de montrer son savoir-faire au colonisateur qui lui a supprimé, quand on se réfère à Albert Memmi naturellement, toute part de liberté dans la guerre comme dans la paix, toute décision qui contribue au destin du monde et des siens, toute responsabilité historique et sociale. Et dans le rêveur, un conte des temps nouveaux, la participation du colonisé dans le fonctionnement de l'administration coloniale est représentée comme suit, et
Je vous invite à aller à la page 53. Paragraphe 1. Dans cette ville stratégique des territoires colonisés qu'est Caït, l'armée française avait aussi, paraît-il, un dépôt de munitions de guerre dans le camp militaire. Un après-midi, une explosion avait retenti du côté de la poudrière et avait dévasté le hangar et tout son contenu. Tout était parti en fumée après l'explosion. Le commandant de la zone eut peur. Il savait que si Paris était au courant, c'était la fin de sa carrière militaire. Comme forcément Paris devait être au courant, il s'y prépara pour ne pas subir les sanctions les plus humiliantes pour un militaire, de surcroît un commandant de son armée. Il courut de nuit, accompagné d'un éclaireur qui l'introduit auprès du vieux pied. Le vieux pied était célèbre pour ses connaissances mystiques. Pas peu de suspense. Le lecteur maintenant, s'il veut savoir qu'est-ce qu'il adviendra du commandant, devra donc essayer de se procurer cet excellent ouvrage afin de voir que dans ce récit, tradition et modernité, cartésianisme et fantastique participent à faire de cette fable un texte unique de nos jours, dans la mesure où il s'opère comme une réécriture de l'histoire du monde d'abord, de l'histoire de la colonisation ensuite. Et comme le remarqueront ceux qui liront certainement ce livre, je n'ai pas évoqué les thèmes de terrorisme qu'on peut repérer aux pages 32 et passives, la crise financière, la récession de l'économie française, les va-et-vient entre le parcours de Mogomaké sur sa propre vie et les zones appartenant à son imaginaire, dans la mesure où le retour à l'univers du conte est une invitation au personnage à revenir sur lui pour savoir qu'il y a des non-dits, il y a des croyances africaines que le cartésianisme, que le raisonnement intellectuel ne peut pas corriger. Enfin, mais retenons simplement que ce soit de l'homosexualité à la politique, en passant par un bref rappel de la colonisation, de l'histoire du Dakar-Niger, le narrateur entraîne son lecteur dans un enchâssement de micro-récits qui font qu'on a, par moments, besoin d'un fil d'Ariane pour se guider. C'est que M. Diarra invite tout simplement son lecteur à réfléchir sur les rapports entre la tradition dont l'Afrique continue, dans une certaine mesure, à être la garante et la modernité, et au moyen d'un mélange de genres, donc roman, essai littéraire, dans la mesure où tout renvoie à l'univers de l'essai, conte, présence de poèmes à l'intérieur d'un récit romanesque. Le rêveur, un conte des temps nouveaux, s'écarte des normes préétablies en emboîtant le pas d'illustres aînés, Malik Fall avec la plaie, Boubacar Boris Diop qu'on ne présente plus, etc. On ne peut donc pas, pour nous résumer, répertorier sur un registre bien défini ce texte, et l'intérêt pour nous autres critiques et pour tout lecteur sera donc de voir comment la tentative d'élucider les mystères d'un rêve permet à Mogomaké de naviguer entre fiction et fantastique, entre onirisme et réel. On est dans le monde du tout possible qui devient caduc dès lors que les thèmes développés, comme on l'a vu, ressortissent de la réalité de notre quotidien et constituent des formes de réponse aux évolutions et aux révolutions inhérentes à notre époque. Le rêveur, un conte des temps nouveaux, et pour clore donc momentanément cette discussion, est un bréviaire qui doit servir au récit de se dire, de révéler la voix de l'Afrique dans un monde en pleine mutation. Je vous remercie. Docteur Sané, je pense que cette discussion va continuer ailleurs. Nous le souhaitons très rapidement sur d'autres espaces et plateaux. Nous vous remercions infiniment. Maintenant, je vais donner la parole à Mme Gaïa. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, comme vient de le dire le professeur ici présent, je représente la maison d'édition Harmattan Sénégal, qui a été très honorée
de pouvoir éditer l'ouvrage de M. Diarra. Je suis moi-même évaluatrice aux éditions de l'Harmattan. Et quand j'ai eu à lire cet ouvrage, j'étais interloquée en ce sens que je lis beaucoup d'ouvrages, mais celui-là m'a plus ou moins touchée, m'a fait réfléchir et m'a tout de suite envoyé à des lectures de jeunesse, notamment celui des contes philosophiques de Voltaire. Donc, lorsque j'ai parcouru les premières lignes du livre, je me suis permis de dire, voilà, un ouvrage qui s'apparente aux contes philosophiques tels que Voltaire les écrivait en son temps. Ce précurseur d'un genre nouveau a été véritablement le mentor de notre écrivain, trouvé dans tout ce qui peut représenter et caractériser un conte philosophique. De sa belle plume et un doigt empreint de philosophie, M. Diarra a su joindre ce genre littéraire pour relater de manière audacieuse des problématiques sociétales souvent taboues malgré l'avènement de ce nouveau millénaire enclin aux dérives fantasmagoriques de l'être humain. Oui, la technique d'écriture a su transpirer et mouiller les pages d'allégories, illustrant ainsi les opinions philosophiques de notre auteur. À chaque page tournée, j'ai eu cette sensation qu'était insidieusement enfouie une vérité cachée et qu'il fallait chercher, s'approprier, pour qu'à notre tour, nous puissions y réfléchir philosophiquement. La particularité de cet ouvrage également a été que je me suis rendu compte que l'enchevêtrement et diversifié d'épisodes anecdotiques et l'accumulation des péripéties de Momoake ou de son entourage le plus proche sont issus du conte. Ça, c'est indéniable. Ce qui rend cet ouvrage totalement atypique, car l'auteur, ayant réussi la prouesse narrative de convier des ingrédients typiques des histoires merveilleuses et l'art de philosopher, par la nécessité presque incontrôlée d'inventer des situations ayant une portée philosophique. Ceci a même conduit notre auteur à insérer des événements et des thèmes contemporains. On passe du merveilleux à l'historique. Introduction du réalisme des faits divers et la réalité des préoccupations politiques, religieuses, sociales de notre époque, avec bien évidemment toujours cette perspective à la fois philosophique et didactique. Et dont mon propre ressentiment a été qu'à la lecture de cet ouvrage, l'auteur souhaitait nous enseigner, nous renseigner, nous apprendre à nous donner une morale, de faire passer un message philosophique, tout en distrayant toujours pour but de remettre en cause des mœurs, des sociétés contemporaines, régimes politiques et fanatismes religieux. Je dirais, après la lecture de cet ouvrage, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que cet ouvrage est un puits de sagesse, dans lequel nous pouvons épuiser la boisson énergisante de notre esprit et de notre psyché pour comprendre le rêve à travers nos réalités et atténuer les lourdes réalités par de simples rêves qui, chaque nuit passée, nous permet de faire mourir nos angoisses, nos frustrations, nos peurs, nos colères, pour également renaître à nouveau. En tout état de cause, je pense que si la Maison de l'Harmattan a su publier et prendre à cœur de publier cet ouvrage-là, c'est qu'il était vraiment de nature atypique. En ce sens que, comme je viens de le spécifier, il pouvait allier merveilleux et philosophie. Il a su parler de choses, comme je le répète, qui sont tabous dans nos sociétés africaines, mais sous le compte du merveilleux, a pu nous apprendre et nous donner un point de vue. Et quand on le lit, on se dit, ah oui, effectivement, ça peut peut-être se voir de cette manière-là, mais c'est tellement écrit de manière si simple, c'est pas vindicatif, c'est vraiment moralisateur et c'est vraiment pour nous apprendre, nous enseigner et peut-être nous guider. Donc voilà, je pense que j'ai pu représenter les maisons de l'édition d'Harmattan. Voilà. Moi, normalement, je suis derrière mon petit bureau, j'ai balayé les ouvrages. Je n'ai pas pour habitude de représenter une entité, une structure. Donc voilà. Merci.
Merci beaucoup, Madame Diaye. Vous avez su représenter votre maison valablement. Merci bien. Et je le dirai à votre directeur. C'est gentil. Voilà. Voilà. Nous vous remercions. Merci bien. Voilà. Et nous allons donner la parole maintenant à l'auteur, M. Daouda Diallo. Merci. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Professeur Amadou Falilou Ndiaye, conseiller du recteur de l'UCAD, docteur Moussa Sagna, qui est assistant à la faculté des lettres de l'UCAD, Madame Ndiaye, Oui, représentant le directeur de l'Harmattan Sénégal, chers collègues de l'ANSD, chers amis, mesdames, messieurs, je voudrais tout simplement saluer votre présence ici et vous dire merci d'avoir accepté nos invitations, celle de mon grand frère Falilou Ndiaye, de mes enfants et de moi-même. Mes propos seront essentiellement axés sur des remerciements. C'est ce mot, je pense, qui prime ici, car malgré vos occupations multiples en ce début de week-end, vous avez tout abandonné pour venir me soutenir. J'en suis flatté et honoré. Je voudrais remercier, comme je l'ai dit, je voudrais remercier d'abord l'Harmattan Sénégal. Sans lui, peut-être ce roman n'aurait pas pu être publié, il faut le dire. Mais M. Diallo et son équipe ont bien voulu accepter de prendre le risque de me produire. Je dis bien c'est un risque puisque un jeune écrivain, bien qu'étant vieux, c'est quand même dangereux de le faire parce que d'après tout, une entreprise, il y a toujours à faire des gains derrière. J'espère que nous allons relever ce défi pour vous. Donc, vous avez accepté d'éditer moi en tant que débutant. Vous m'avez encouragé. Oui. Alors, je le ressens du fond de mon cœur et vous présente toute ma gratitude. Vous le rapporterez à monsieur le directeur. Donc, en ce jour de dédicace, je voudrais vous exprimer ma détermination donc, à contribuer à la promotion de ce roman fiction, tel que l'a dit le président. L'œuvre et les produits, il nous reste à nous, maison d'édition, l'auteur et ami à faire la promotion. Le revers, un conte des temps nouveaux, c'est le titre de l'ouvrage. Je vous remercie donc vivement d'être présent, parce que vos occupations, je sais qu'elles sont nombreuses, donc j'en suis comblé. Alors, je voudrais donc aussi remercier M. Falilou Ndiaye, ici présent. Je ne devrais même pas l'appeler comme ça, j'allais dire grand frère, parce que, en vous exprimant toute ma reconnaissance et mon admiration. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient. Ce n'est peut-être pas le lieu ici de les rappeler. Ce que je puis dire simplement, c'est que si je n'avais pas eu un bac de la série C d'antan, là maintenant on dit bac S, je pense que j'allais complètement me tourner vers la littérature, puisque j'étais fasciné par même le bruit de sa plume quand je dormais. Alors donc, ma foi, je dis, mais le monsieur là, ce qui gratte là, c'est vraiment important. Donc vous voyez. Donc j'ai vécu pendant longtemps dans sa chambre d'étudiant. Hein. Les week-ends, j'étais dans sa chambre qu'il me laissait. Donc il m'a encadré, il m'a beaucoup conseillé et durant toute la vie active. Je suis donc à la fois son petit frère et son élève. Je continue à bénéficier de tes conseils. Et je suis très heureux que tu aies accepté, malgré les occupations, je suis bien informé de ton emploi du temps, de présider donc cette séance de dédicace du roman.
J'allais dire notre roman. C'est notre roman. Voilà. Donc, à monsieur docteur Sagna, que je viens de faire la connaissance, et comme si nous vous connaissions depuis fort longtemps, hein. Je crois que c'est grâce encore à vous, monsieur Ndiaye. Donc, pour le docteur Sagna, je le remercie d'avoir accepté, hein, et de faire cette brillante présentation de l'œuvre. Je voudrais aussi lancer un vibrant hommage à mes collègues statisticiens qui ont été mes premiers lecteurs de mon premier ouvrage qui était intitulé « Si je devais compter ». Ah, vous êtes encore aujourd'hui mes lecteurs pour ce second ouvrage. Qu'il s'agit donc d'amis de la commission de l'UEMOA, qui ne sont pas malheureusement ici, mais qui, de tout cœur, sont avec moi par les messages que je reçois. Des collègues toujours de la BCAO et d'Afristat, l'Observatoire économique et statistique d'Afrique de l'Ouest, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Mes amis de l'ANSD, je ne sais pas quel mot je vais dire pour leur exprimer mon attachement. Mon ami Djiba qui est là ici présent, qui est directeur de la population. Je ne saurais pas peut-être prononcer tout le monde, mais aussi mon ami Rodriguez qui à chaque événement est avec moi. Alors j'allais dire aussi notre ami Majo Jonias qui est là, avec qui vous avez une grande complicité. Et le chemin se poursuit. Alors, donc à tous, je leur adresse mes chaleureuses salutations et mes remerciements infinis. Donc sans vous, peut-être, mon aventure d'écrivain allait s'arrêter depuis le premier roman, le premier conte, j'allais dire. Mais en toute simplicité, vous avez bien fait le retour de votre appréciation sur le premier ouvrage. Alors, cela m'a encouragé donc, et vous m'avez encouragé à poursuivre. Je vais essayer de doubler d'efforts, puisque les idées ne manquent pas dans ce monde troublé. Enfin, je remercie ma famille, ici au Sénégal, mes nièces, qui sont là devant moi, comme au Burkina aussi, qui ne cessent de me soutenir. Je dis souvent à mes collègues de l'UEMOA que j'ai le privilège d'être à cheval sur 3 pays, voire 4. C'est-à-dire le Sénégal, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, puisque j'ai des parents là, j'ai actuellement des neveux là-bas. Donc sur 4 pays de l'Union, je dis que je suis l'intégrateur ici à la commission. Voilà. Donc ils m'ont beaucoup soutenu, et notamment le professeur Brahma Kone, c'est un cousin, un neveu. Lui ici m'a beaucoup encouragé dans le travail, avec qui nous échangeons beaucoup. Il est enseignant à l'université de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc une bonne lecture. Je ne vais pas être long. J'espère que vous allez apprécier le revers que je suis. Professeur Falilou Ndiaye, chers invités, je voudrais m'arrêter là et me mettre à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions d'éclaircissement sur le roman. Donc je vous remercie infiniment et merci encore une fois et bonne lecture. Merci beaucoup, Aouda. Maintenant, nous allons laisser la parole au public. C'est comme ça que c'est prévu, n'est-ce pas, dit dans le protocole, hein, qui a... Merci à tout le monde. Donc, je ne serai pas long. Je suis là pour témoigner de ma sympathie et ma considération au doyen Diarra, qu'on a côtoyé au niveau de l'UEMOA, parce que nous, on représentait souvent l'ANSD, et on trouvait notre doyen et notre encadreur dans ces moments. Je suis surpris quand il m'avait annoncé l'apparition de son second ouvrage. Parce que, bon, je ne le connaissais pas écrivain,
quand il m'a annoncé la sortie de cet ouvrage, j'étais surpris et pas surpris. Parce que j'ai senti en fait ses qualités d'écrivain en lui. Donc quand sa fille l'a présenté comme que en fait la littérature s'est intéressée à lui, moi je me dis que il s'est intéressé à la littérature. Moi je me suis dit qu'en fait c'est la littérature qui s'est intéressée à lui. Le professeur l'a dit, donc c'est en côtoyant les Normaliens qu'il a pu acquérir cette expérience. Mais je dis, quand je lisais le livre, c'est pour faire le lien entre ce que j'ai dit et le nom, comment dire, du personnage de l'ouvrage Mogomake. Quand j'ai commencé à lire le livre, il y avait un Bambara qui était à mes côtés. Il m'a dit que Mogomake, ça veut dire que Moro Make, ça veut dire que personne n'a fait. Donc personne n'est responsable. Donc cela veut dire que personne n'est responsable. Il est la littérature. Sa fille a dit qu'en fait il s'intéresse à la littérature, mais moi je me dis que la littérature s'est intéressée à lui parce qu'il n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Je fais cette liaison. Donc bon, une question par rapport à cet ouvrage. Mogomake, bon, parce que le professeur Sagna en a longuement parlé. Donc il dit que en fait tout ce que en fait l'ouvrage dénonce, c'est en fait les dérives de l'homme. Ça veut dire que l'homme est responsable. Et je me dis que pourquoi il a choisi en fait le nom du personnage Mogomake, pour dire que personne n'est responsable, or que tout ce que le livre raconte, l'homme provient des dérives de l'homme. Voilà, je vous remercie. Parce que peut-être comme Daouda Diarra l'a dit, on a vécu ensemble à l'école normale supérieure, moi étant géographe, lui statisticien, et donc son grand frère Fallou qui faisait étudier donc les lettres modernes, et son autre grand frère Bakary Diarra qui était aussi à lettres modernes. Alors à cette époque, je ne sais pour quelle raison, on ne parlait jamais, nous, de ce que nous faisions en géographie. On parlait des œuvres qui étaient au programme en littérature et on les lisait comme eux. Donc c'est dans cette ambiance-là, peut-être qu'on a tous été influencés par les littéraires qui étaient autour de nous. C'est ainsi, comme il a dit, donc on était fascinés par certains ouvrages, tels que Le nom de la rose. Pour cette raison, moi-même, lorsque j'ai vécu en Italie, je me suis rendu à l'université de Bologne même pour savoir quel est le cadre académique dans lequel cet ouvrage a été conçu. Et donc, pour dire jusqu'à quel point on était influencé par l'ambiance littéraire à l'école normale supérieure dans ce temps. Il se trouve que Daouda Diarra, on a vécu ensemble aussi. Quand j'étais professeur de lycée, et lui-même était donc au service des statistiques. Et nos chemins se sont croisés à nouveau, parce qu'on est arrivé en même temps à Ouagadougou. J'étais dans le secteur de l'environnement et lui, statistique. Donc, il a du mérite. Parce que la responsabilité que nous avons, notre génération, c'est peut-être d'assurer le relais. Il y a tellement de déperdition de connaissances. Quand je vois mes enfants qui ne parlent que d'informatique, alors que nous, au moins, peut-être nous prenons le relais des Senghor, des Cheikh Anta ou autres, nous avons quelque chose de notre tradition. Mais nos enfants, je pense que c'est presque fini. Le fait de pouvoir peut-être produire le maximum pour que la culture, notre héritage, puisse être pour survivre, je pense que ça, c'est la responsabilité que nous avons. Et nous n'avons pas tous le temps. Et qu'un scientifique, j'allais dire, aménage son emploi du temps pour produire, je pense que c'est un mérite. Et pour cette raison, je voudrais te féliciter, Daouda Diarra. Et je pense que c'est un exemple que tu donnes, et tu indiques le chemin à nous autres et à beaucoup d'autres
de notre génération pour peut-être témoigner et rendre compte pour notre culture, pour que notre culture survive. Et ne soit pas étouffée par la période de l'informatique, qui est la période naissante. Je pense que pour cette raison, je pense que je vous encourage aussi à continuer à produire et donc à assumer peut-être cette transition, parce que vous avez maintenant beaucoup plus de temps, peut-être un troisième âge actif. Et donc, nous serons à votre côté pour continuer toujours à animer cette ambiance littéraire, que ce soit ici à Ouagadougou, ici au Sénégal ou alors au Burkina Faso. Donc, je te remercie et te félicite en même temps. Merci. C'est Bakary Guiva. Merci. Il m'est difficile, parce qu'avec Diarra, il m'est difficile d'avoir un point de départ et d'avoir un point d'arrivée. Parce que c'est un ami, c'est un frère, et nous avons fait beaucoup de choses ensemble, bénéficié beaucoup de choses ensemble. Diarra, je ne peux pas citer toutes ses qualités, mais ce que je sais, c'est la sincérité, le courage et la persévérance. Il m'a toujours dit, dans ce monde, on ne peut jamais gagner sans qu'on ne travaille pas. Lui ne peut pas, rien n'a jamais été facile en lui. Il faut toujours travailler et toujours travailler. C'est comme ça qu'il a réussi. Il m'a même parlé pas mal de son passage scolaire. Ceci, ce n'était pas facile. Je peux vous dire ici, mon épouse, il me demandait tout à l'heure ici, Daba. Chaque fois qu'il me voit, la première des choses, où est Daba? Mais c'est lui, avec un de nos grands qui était Idrissa Ndiaye. C'est eux qui sont partis demander la main de ma femme. Et avant de partir, parce qu'il a eu son jugement, je le connais très bien, si ce n'était pas ce qu'il voulait, il allait me le dire parce qu'il est sincère. Il allait me décourager parce qu'il est sincère. Mais il a eu le courage de me dire, là où tu veux aller, c'est bien, je suis prêt à accompagner Idrissa Ndiaye pour aller demander la main. Et c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est très profond. Je vous le dis, c'est très profond. Tous les conseils qu'il a pu bénéficier auprès du professeur, il me l'a toujours dit. Il me le dit, il ne sait pas que aussi moi je profite. Son grand frère Bakary, je ne le savais pas, je vous le dis, je ne savais pas qu'il n'était pas de mon père. C'est tout dernier moment que je l'ai su. Mais il le prenait comme son grand frère de même père et de même mère. Parce qu'il recevait tout de lui. Il l'écoutait. Bakary nous donnait des conseils à tout moment. Tout à l'heure, quand j'ai rencontré Nias, et il me parlait de pas mal de choses. Même, vous avez tout discuté, vous avez dit de tout, même de Cheikh Ahmadou Bamba, de ses ouvrages. Et à partir de vous, il a apprécié même. Parce que souvent, on ne connaît pas, on pense à des confréries, mais il faut écouter pour comprendre que nous avons ici, dans ce pays, il y avait des gens aussi qui étaient des valeurs. Ça, je vous l'ai dit, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas discuté, je ne vous l'ai jamais dit. Et pourtant, à partir de vous, il y a eu des valeurs qu'il a eu à recevoir de vous. Donc, ce qui m'a surtout surpris, et ça ne me surprend pas tellement, parce que le connaissant avec son courage, comment un statisticien qui travaille dans le concret, il a pu trouver un temps nécessaire d'écrire de tels ouvrages, surtout encore le dernier qui nous parle de rêveurs. Et c'est là, je me disais, je ne le connaissais pas donc. Je ne le connaissais pas, je pensais que Diarra que je connaissais, qui était mathématicien, parce que quand on travaillait, il m'a beaucoup appris, parce que d'abord, il avait une connaissance très poussée que je n'avais pas en mathématiques. Et nous avons pu travailler avec son courage. Il me tirait, moi je suis très souvent quelqu'un qui sortait, à tout moment je venais en face pour danser. C'est des cas rares que je l'amenais me voir danser le Bougareb avec un de mes amis tchadiens et nigériens. Ils me regardaient danser le Bougareb. Mais eux, ils étaient beaucoup plus courageux que moi. Et ceci, ils m'ont tiré dans le bon sens.
parce que j'ai beaucoup appris en eux. Et ceci, je vous dis, c'est à partir des conseils de ses grands frères. Tous les midis, j'étais à l'école normale, avec lui et ses grands frères. Tout ce qu'il discutait de bon avec ses grands frères, il me le disait. Il ne savait pas aussi, en me le disant, puisque lui, il envoyait dans le sens positif, je profitais en ce moment. Donc vraiment, ce que je vous dis ici, c'est je ne peux pas, comme je l'ai dit, commencer d'un point pour arriver à la fin. Diarra, c'est toute une mère, c'est toute une valeur. Et donc, j'encourage vraiment nos filles à suivre, nos enfants qui sont là à suivre. Ça m'a fait plaisir quand j'ai écouté notre fille présenter. Ceci, c'est de l'éducation. J'ai compris ça. C'est la rigueur. Et c'est ça qu'il essaie d'inculquer à ses enfants. Et c'est cette rigueur, nous l'avons tirée auprès de nos grands frères qui sont là. Le professeur est là. Nous avons vu tout son parcours. Il nous avait dit, quand il était à l'école normale, il nous avait dit, j'avais un de mes enseignants qui était avec eux. C'était Diao, qui était aussi un des enseignants qui a enseigné à mon village et qui était un sœur à Taloum. Et tout ce monde nous a inspirés et nous ont donné du courage. Ce que nous devons faire aussi, c'est de donner des leçons, de donner de très bonnes leçons à nos enfants pour qu'ils nous suivent. Monsieur Diarra, vraiment, je suis séduit et je vous remercie. Il y a une question qui revient sans cesse. Comment un scientifique peut-il devenir littéraire? Quelle est la fonction du littéraire dans une société menacée par l'envahissement des sciences? Et dans un état où on programme la promotion des STEM, sciences, techniques et mathématiques. Je le dis souvent à mon ami recteur, à mon ami monsieur le ministre, je dis, vous voulez faire la promotion des sciences, des technologies et des mathématiques. Mais les sciences, les technologies et les mathématiques sont exprimées en langue française. Si on n'a pas la maîtrise de la langue, on ne peut pas maîtriser les outils techniques. Et nous devons donc en même temps, tout en continuant à maîtriser les langues étrangères d'une main, promouvoir nos propres langues d'une autre main. Et sous ce rapport, l'auteur dont nous célébrons aujourd'hui l'ouvrage est polyglotte. Il parle sa langue maternelle, le Turka. Il comprend le Bamana qu'il parle. Il parle Wolof. Quand il est revenu du Burkina, il était post-adolescent, 17 ans. Il ne comprenait presque plus le Wolof. Je pense que vous ne parliez même pas le Wolof à cette époque-là. N'est-ce pas? Et j'en passe. Au moins 4 ans, il a dit, il a été un élément intégrateur à la CEDEAO. Mais c'est une identité qu'on construit. Et c'est très important. Et je voudrais en profiter, on aura ce débat ailleurs. Hein. J'ai déjà, on va travailler avec l'Harmattan et avec l'auteur, pas seulement pour faire la promotion de l'ouvrage, parce qu'on parle de contes philosophiques. C'est très important quand Mme Diaye parle de contes philosophiques de Voltaire. On va travailler pour la promotion de la culture littéraire et linguistique. Pas seulement pour notre boutique, la littérature, parce qu'il existe aussi une littérature en langue nationale, Wolof Pulaar, très importante. Culture littéraire et linguistique, pour la culture tout court. Et sous ce rapport, les échanges que nous avons sont très, très intéressants. Parce que quand je regarde à ma droite, ce sont nos filles et nos nièces qui sont de cette génération des STEM, de l'informatique, des nouvelles outils de la communication. Et à ma gauche, c'est déjà la génération du livre, dont la mémoire risque de disparaître, qui est menacée. Et quand Cissé, il dit, c'est la littérature qui est venue à lui. Ce n'est pas faux. Et je termine par là. Il est plus facile d'exporter la littérature et la culture que la technologie, parce que la technologie est universelle. Non, quand Madjojo il dit, ils savaient tous quelles étaient les œuvres au programme et ils les lisaient. Mais parce qu'on en parlait, on en jouissait, on les partageait. Moi, je ne pouvais pas partager leur leçon sur les roches.
Vous voyez, sur l'hydrographie, il pouvait passer la nuit à dessiner une carte, toute une nuit, à dessiner une carte, à l'époque, avec des papiers transparents. Nous, on pouvait passer toute une nuit à parler du monde s'effondre de Chinois à Québec. C'est un des 10 livres les plus diffusés, un des 10 livres majeurs de la littérature universelle. Je dis bien universelle, par laquelle l'Afrique exporte son imaginaire. Et il est heureux, je termine par là, que nous soyons les agents, les vecteurs qui portent cette mémoire et cette culture de l'Afrique vers le monde. Parce que le monde, c'est cela. Si vous recevez et vous ne donnez pas, vous n'avez pas d'identité. Vous n'avez pas d'identité. C'est très important d'avoir une identité. Parce que les portables, là, partout, c'est Samsung, hein? Mais c'est ce qui est dedans, la langue dans laquelle vous travaillez, qui est important. Voilà, je redonne la parole au public pour un dernier tour. Mais vraiment, je voudrais, Madame Diaye, on va y travailler, promouvoir le livre, la culture, hein, la littérature, les nouveaux genres, le conte philosophique. Hein, vous m'avez aidé à trouver l'expression. Hein, c'est très important. C'est très important. Promouvoir, défendre. Et on peut utiliser le 3e âge, notre retraite âge. Merci. Intervenir. Je voulais juste intervenir par rapport à la question qui a été posée, la présence du scientifique dans la littérature. Il faut surtout dire que dès ses débuts, la littérature a été un élément qui a permis aux scientifiques de pouvoir se développer. J'ai rappelé dans mon bref exposé que sous la Renaissance, dans ce que l'on appelait les humanistes, il fallait surtout faire preuve d'une connaissance dans toutes les disciplines, que l'on soit scientifique, que ça soit scientifique, théologique, etc. Et on se rappelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce qui a permis à la France surtout de pouvoir se guérir, c'est l'apport d'écrivains tels que Alain Robbe-Grillet, qui est comme M. Diarra, un scientifique. Donc ce n'était pas un lettré, c'était plutôt quelqu'un qui était issu de notre domaine. Donc c'est juste pour dire que les scientifiques ont permis au monde, en intégrant la littérature, de permettre aux littéraires d'abord et au monde par la suite de déceler des subterfuges que nous autres littéraires ne parvenions pas à décoder. Et il y a un célèbre critique, Starobinsky, qui était un médecin de formation et qui a produit d'excellents ouvrages théoriques sur l'œuvre de Rousseau. C'est juste pour dire donc que le fait que M. Diarra se soit intéressé à la littérature est comme un bégaiement de l'histoire, dans la mesure où en Afrique le plus souvent on considère que les littéraires doivent produire des ouvrages et les scientifiques doivent être cantonnés dans la démonstration de X plus Y est égal à Z. Parfait. Je vous remercie. Parfait. Monsieur Monsieur Sagna, grand critique, du peu que j'en ai entendu, ma chère Aminata, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je ne sais pas ce qu'Aminata a dit, mais si j'en crois au professeur Falilou Ndiaye, elle a bien dit ce qu'il fallait dire en tant qu'éditeur. Moi, je voudrais juste y rajouter 2 mots. C'est d'abord des mots de remerciement à l'endroit de M. Diarra Daouda, d'avoir fait confiance à la petite maison d'édition que nous sommes pour porter à la connaissance du public son travail. Et le remercier surtout, c'est aussi reconnaître une chose en lui, c'est la dimension amène de l'homme. C'est vraiment quelqu'un avec une très très grande aménité qui, quand il vient à la librairie, il a cette douceur et cette politesse qui vous désarme.
Et en cela, M. Diarra, mon équipe et moi avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous pour la publication de cette œuvre. Mais l'autre chose également, et c'est heureux que les uns et les autres en aient parlé, c'est surtout le fait que ce soit un scientifique, entre guillemets, parce que nous aussi, littéraires, qui enseignons la littérature, l'histoire, les sciences humaines et sociales à l'université, nous ne faisons rien d'autre que de la science. Professeur Falilou Ndiaye, vous me démentirez si je dis le contraire. Je pense que c'est cette frontière assez ténue que les gens veulent trouver entre ceux qui font œuvre de sciences littéraires et qui font œuvre de sciences exactes. La science, elle est la science. Et en cela, l'histoire, le bégaiement de l'histoire dont parlait M. Sagna est quelque chose d'assez régulier dans la mesure où, dans la littérature française en tout cas, les plus grandes œuvres littéraires ont été écrites par des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec les facultés des lettres et sciences humaines. C'est toujours soit des médecins ou bien ceux qui ont évolué dans les disciplines dites scientifiques exactes qui ont fait ces belles œuvres. Et nous nous en rendons compte d'ailleurs, moi aujourd'hui qui suis à la tête d'une maison qui produit des livres, moi j'ai fait un bac S. Je n'ai pas fait de discipline littéraire au lycée. Mais cela démontre d'une chose, c'est-à-dire quand on est un brillant scientifique, ça veut dire qu'on est brillant tout court, à tout point de vue. Et généralement, regardez, j'ai enseigné au lycée, que généralement les meilleurs élèves qui ont d'excellentes notes en maths, en physique et en SVT, ce sont aussi ces élèves qui ont les meilleures notes dans les autres disciplines. Il n'y a pas du tout de secret. Autrement dit, un bon scientifique ne peut être autre chose qu'un bon littéraire. Et l'écriture a ceci de particulière. Un livre doit sortir, un bon livre, je fais bien la nuance, il est d'abord conçu dans la tête et c'est lui qui décide de sortir de lui-même. Quand on force un livre à naître alors que ce n'était pas l'heure, je veux dire, on s'en rend compte tout de suite. Et le texte de M. Diarra, je pense que les évaluateurs l'ont signalé au moment où le rapport d'évaluation lui a été envoyé. C'est vraiment un texte qui devait sortir maintenant. Il était prêt à naître et nous l'accueillons. Et puis surtout, nous nous honorons d'avoir été le parturier, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, en tout cas d'avoir accompagné l'accouchement de ce livre, M. Diarra. Et j'ose espérer qu'il y en a d'autres qui vont suivre. N'est-ce pas? Merci. Nous avons débattu de ces questions avant que vous ne veniez et vous les reprenez exactement dans les mêmes termes. Sur l'indivisibilité de la science, sur l'originalité du texte de M. Diarra et sur le rôle des scientifiques dans la littérature, etc. Hein? Je vais donner la parole à M. Diarra qui va répondre à certaines questions. Hein? Et puis ensuite, je voudrais répondre à deux petites interrogations. D'abord celle de mon ami Cissé, qui est toujours, même dans nos ateliers, à l'art de poser des questions très subtiles. Là où on ne s'attend pas, là il va poser sa question. Donc, pourquoi j'ai choisi me remarquer dans la langue bamana, ça veut dire personne n'est responsable, alors qu'en réalité, je développe sur les responsabilités des hommes dans le livre. C'est vrai, j'ai pris ce nom, c'était pour me le manipuler. Quand je dis me remarquer, vous voyez, je renverse, je dis Aladéake. Vous voyez? Donc je crois qu'entre l'homme et les choses et les animaux, c'est l'homme qui est créateur. Sinon, c'est le Dieu qui est le créateur. Alors, si ce n'est pas de Dieu, finalement, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette manipulation, ce jeu que je fais, mais aussi du fait que c'est pas moi, c'est moi, ça découle de l'origine un peu de la naissance du personnage. Donc si vous poursuivez un peu la lecture, vous allez voir un peu que ça suit une certaine logique de la naissance du personnage en tant qu'enfant. Vous voyez. Donc c'est cet éclaircissement que je voudrais vous apporter. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on pourrait faire là-dessus. Maintenant, toujours la question, comment c'est-on que, en tant que statisticien, j'arrive à avoir le temps pour écrire. Je crois que là,
Docteur Diallo l'a dit, hein. En fait, on ne force pas. Moi, quand j'écrivais comme ça, quand je suis inspiré, le soir, les enfants me voient venir tard. Parce que là, j'étais en train d'écrire. Ça vient. Quand ça ne va pas, je ferme, je passe. Mais avec l'informatique, bien qu'on critique, ça devient encore plus facile parce qu'on écrit, on jette, on écrit, on met dedans, on écrit. Après un moment donné, on cherche un peu la logique et puis on met en place. Sinon, dès qu'on force, ça ne vient pas. Donc, c'est ça que je voulais dire. On peut bien être scientifique. Il s'agit tant soit peu de pouvoir observer. Je crois que notre métier, la première chose, c'est observer. Voilà. La statistique, c'est de l'observation d'abord. J'ai essayé d'observer ce monde-là. Après, j'ai dit que, bon, tiens, on peut faire quelque chose ici. Voilà ce que je voudrais apporter comme réponse.